Lutte contre la menace persistante des groupes djihadistes dans la région sahélienne, le renforcement de soutien politique et financier au G5 Sahel est au cœur d'une rencontre ce vendredi à Bruxelles. 2 militaires tchadiens dont un capitaine ont été tués mercredi dans une embuscade du groupe djihadiste Boko Haram dans la région de lac Tchad. L'information a été confirmée jeudi par une source sécuritaire tchadienne. En Côte d'Ivoire, la date des premières élections sénatoriales est désormais connue. Elle est officiellement fixée au 24 mars prochain. Ce scrutin doit permettre l'instauration d'un Sénat créé par la nouvelle constitution de 2016. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Lutte contre la menace persistante des groupes djihadistes dans la région sahélienne. Le renforcement de soutien politique et financier au G5 Sahel est au cœur d'une rencontre ce vendredi à Bruxelles. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement y sont réunis à cet effet. Reportage. Les chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel sont lors de cette conférence de haut niveau, appuyés par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Cette conférence des donateurs rassemble au total 18 dirigeants européens et une dizaine de ministres des Affaires étrangères, dont ceux du Sénégal, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, du Maroc ou de Norvège. La mobilisation actuelle est une preuve de la prise de conscience collective de ce que le Sahel est important pour la stabilité de l'Afrique et du monde. La situation sécuritaire n'est pas reluisante dans le Sahel avec ces dernières années des attaques quotidiennes au Mali. Mercredi dernier encore, 2 militaires français ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale. Pour plus efficacement lutter contre ces combattants qui se jouent des frontières, les États de la région ont tout intérêt à rendre opérationnel le G5 Sahel d'ici à la mi-2018. Mais ces pays peinent à boucler son financement, estimé actuellement à 250 millions d'euros. L'objectif de la conférence de Bruxelles est de passer la barre des 300 millions d'euros mobilisés. Et parlant du terrorisme, 2 militaires tchadiens dont un capitaine ont été tués mercredi dans une embuscade du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière nigériane. L'information a été confirmée jeudi par une source sécuritaire tchadienne. L'attaque a eu lieu au retour d'une patrouille de l'armée tchadienne entre la frontière nigériane et la localité tchadienne de Ngouboua. L'attaque a eu lieu au retour d'une patrouille de l'armée tchadienne entre la frontière nigériane et la localité tchadienne de Ngouboua dans la région du lac Tchad. 2 militaires tchadiens, dont un capitaine, ont trouvé la mort dans cette embuscade des djihadistes. Il s'agit de la première attaque de combattants de Boko Haram répertoriée sur le sol tchadien depuis mai 2017, au cours de laquelle 9 soldats tchadiens avaient été tués. Depuis plusieurs années, l'armée tchadienne et des comités de vigilance civile patrouillent dans la région du lac Tchad pour empêcher le retour des djihadistes du groupe Boko Haram. Les combattants de Boko Haram avaient été chassés par l'armée tchadienne et la force multinationale mixte de la plupart des localités tchadiennes autour du lac Tchad dont ils s'étaient emparés. Du côté nigérian, l'armée nigériane continue toujours de traquer les djihadistes dans l'un de leurs principaux fiefs, la forêt de Sambisa. Lundi dernier, un internat du village de Dapchi, dans l'état nigérien de Yobe, a été attaqué et 111 lycéennes étaient portées disparues. Mais plusieurs d'entre elles ont été secourues par l'armée nigériane. En Côte d'Ivoire, la date des premières élections sénatoriales est désormais connue. Elle est fixée officiellement au 24 mars prochain. Ce scrutin doit permettre l'instauration d'un Sénat créé par la nouvelle constitution de 2016. La campagne électorale, elle, va se dérouler du 19 mars au 22. Le collège électoral pour les premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire est convoqué pour le 24 mars prochain. Une date fixée par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Les conseils communaux et régionaux des actuelles mairies et régions constituent le collège électoral du scrutin au suffrage universel indirect qui va se tenir dans chacune des 31 régions et 197 communes du pays. Ces élections doivent permettre l'instauration du Sénat créé par la nouvelle constitution de 2016
Selon cette constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Ces sénatoriales vont se tenir avant les élections municipales et régionales couplées prévues cette année et dont les dates ne sont pas encore officiellement connues. L'opposition ivoirienne a demandé il y a une semaine la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle avant l'organisation des municipales et régionales, menaçant de les boycotter. Les deux tendances rivales du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, ont trouvé injuste et inacceptable la surreprésentation du pouvoir dans la commission électorale chargée d'organiser les scrutins. 2014-2016, l'épidémie d'Ebola a laissé des souvenirs amers avec 4800 morts entre autres. Mais selon une étude, les effets dévastateurs d'Ebola sur le fragile système de santé du Libéria pourraient avoir fait plus de morts que le virus lui-même. Reportage. Les femmes enceintes et les malades atteints de paludisme pourraient bien avoir été les plus grandes victimes de ce que dévoile une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Washington. Parue mardi dans la revue PLOS Medicine, elle démontre que 67% des soins de base n'ont plus été dispensés pendant l'épidémie au Libéria, ainsi que la période qui l'a immédiatement suivie. Le principal auteur de l'étude, Bradley Wagner, y relève qu'en fait, les femmes enceintes ne recevaient pas de soins prénatals essentiels et celles sur le point d'accoucher donnaient naissance chez elles. L'un des effets les plus pernicieux du virus a été l'infection de près de 300 membres de personnel de santé, limitant encore l'accès des malades aux soins alors qu'il était déjà très réduit. À cause d'Ebola, environ 5000 naissances se sont déroulées sans assistance médicale et il y a eu 25 000 vaccins contre la tuberculose et 100 000 traitements contre le paludisme en moins par rapport à la période antérieure à l'épidémie. De ce point de vue, il est donc probable que les effets collatéraux d'Ebola sur le système de santé du Libéria ont fait plus de morts qu'Ebola directement. Par-dessus le marché, l'argent envoyé par les donateurs internationaux pour la reconstruction du système de santé a largement échoué à atteindre son but, d'après les auteurs de l'étude. 26 personnes réfugiées sont mortes en 4 jours de diarrhée aiguë dans un camp en Ouganda. Il s'agit de personnes ayant fui des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a fait part jeudi de cette situation préoccupante. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés tire la sonnette d'alarme. Les conditions de vie des réfugiés en Ouganda laissent à désirer. 27 300 Congolais ont traversé le lac Albert depuis le 1er janvier pour trouver refuge en Ouganda. Ces nouveaux arrivants en Ouganda fuient la reprise en décembre des violences intercommunautaires dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. À ce jour, dans les environs du camp de Kiangwali, dans l'ouest de l'Ouganda, 424 cas de diarrhée aiguë ont été identifiés et traités. 26 personnes sont mortes de diarrhée aiguë sur la période du 15 au 18 février, soit en l'espace de 4 jours. Les victimes sont essentiellement des réfugiés congolais nouvellement arrivés. Les responsables du HCR qui ont affirmé n'avoir pas reçu la confirmation de cas de choléra de la part du ministère ougandais de la Santé ont dit avoir déployé de nouvelles ressources humaines et envoyé des renforts vers leur centre de santé dans les camps de Sebagoro et Kiangwali près du lac Albert, frontalier de la RDC. Les violences en Ituri ont provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes depuis la mi-décembre. Il s'agit de l'un des nombreux conflits qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo. Amnesty International a lancé ce jeudi son rapport annuel. L'ONG de défense des droits humains, à la suite de son précédent rapport, confirme la politique de répression des gouvernements sur dans les 159 pays et territoires que ce rapport a couverts. Au Bénin, la situation reste tout aussi préoccupante. Suivons ici un extrait des propos de Fidèle Kikan, directeur exécutif de Amnesty International Bénin. Le rapport 2017-2018 de Amnesty International sur la situation mondiale des droits de l'homme a mis l'accent sur un thème central qui est intitulé « La haine et la peur que développent les gouvernements relance le militantisme social ».
Les États ont développé des politiques beaucoup plus agressives vers les défenseurs des droits humains et les opposants politiques. Les États ont développé de plus en plus de politiques négationnistes des droits humains et des droits économiques et sociaux. Déjà, le Bénin, c'est heureux de voir qu'il y a quelques heures, le gouvernement a pris une décision très intéressante qui a consisté à commuer la peine des 14 derniers condamnés à mort dans notre pays. C'est très heureux, mais le rapport a pu s'étendre aussi sur d'autres aspects des conditions carcérales qui restent toujours inhumaines, et notamment cet arrêté que le ministre de la Justice a pris, restreignant l'accès des ONG au milieu carcéral, en toute violation de la Convention sur la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Qu'est-ce que cet arrêté dit à peu près? Cet arrêté fait obligation en fait aux OSC, aux organisations de la société civile, de pouvoir demander des autorisations trimestrielles et non plus des autorisations de longue durée, mais mieux de pouvoir assujettir leur rapport de visite de prison à la co-signature du régisseur. Vous imaginez, il y a un problème de confidentialité, il y a un problème de travail et le régisseur peut ne pas signer en fait. Donc c'est un arrêté que nous dénonçons, et dans les jours, semaines à venir, nous allons prendre des dispositions pour nous faire entendre de la manière la plus élégante par l'autorité selon nos dispositions. Des centaines de migrants africains ont manifesté jeudi dans le sud d'Israël contre l'emprisonnement de plusieurs de leurs incarcérés en vertu d'une nouvelle politique gouvernementale. Israël se prépare à expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et leur donne le choix entre quitter le pays d'ici à début avril ou aller en prison définitivement. Reportage. Plusieurs centaines de migrants ont protesté jeudi devant la prison de Saharonim, où selon eux, au moins 12 d'entre eux sont détenus depuis mardi. Ces derniers ont été incarcérés en vertu d'une nouvelle politique gouvernementale israélienne. En effet, Israël se prépare à expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Ils ont le choix entre partir avant début avril ou aller en prison indéfiniment. Pour dénoncer cette mesure, des centaines de détenus du centre de rétention de migrants d'Olo se sont également mis en grève de la faim depuis mardi dernier. Pourquoi nous faisons une grève de la faim? Parce que le gouvernement d'Israël nous a forcés à rester en prison pour une durée indéfinie. C'est terrible à l'intérieur de la prison de Saharonim. Nous protestons contre cela. Nous demandons poliment à l'État d'Israël de nous accorder l'asile. Nous faisons une grève de la faim et nous manifestons pour demander la libération des migrants emprisonnés, qu'ils puissent au moins récupérer leurs effets personnels et demander que les réfugiés soient traités avec humanité, moralité et dignité. Le gouvernement garde secret le nom des pays avec lesquels il se serait entendu pour accueillir les migrants expulsés d'Israël. Les organisations d'aide humanitaire parlent surtout du Rwanda. Les migrants africains sont arrivés très majoritairement après 2007 en s'infiltrant à partir du Sinaï égyptien. C'est la fin de cette édition. Bon week-end à chacun et à tous. Au revoir.